Je vous donne l'exemple des Chinois. L'exemple des Chinois, il est un exemple sur lequel nous devons méditer. Pas parce qu'ils sont nos maîtres à penser, nous n'en voulons plus, mais parce qu'ils ont la technique et la tactique. Le Chinois adapte son langage à son interlocuteur. C'est très important. Nous, les Africains, nous ne comprenons pas ça. Le jour où ils parlent aux Africains, qu'est-ce qu'ils disent aux Africains? Ils disent, nous sommes les mêmes, mes frères. Rappelez-vous Bandung, 1955. N'est-ce pas, nous étions ensemble. On s'est battu pour la décolonisation ensemble, main dans la main. Deuxième chose qu'ils nous disent, sans vous, est-ce que nous aurions été aux Nations Unies? Non. C'est le vote africain, le bloc du vote africain, qui au début des années 70 nous a proposé comme membre des Nations Unies en éjectant Taïwan. Tout cela est vrai. Ils disent donc, troisième argument qu'ils nous donnent, vous croyez que nous sommes riches, mais en fait c'est pas vrai. Nous avons encore de larges poches de pauvreté. Mais ils oublient de nous dire qu'ils sont la deuxième puissance économique mondiale. Ce qui est un peu bizarre. Voilà le langage des Chinois vis-à-vis de nous. Donc ils disent, nous devons faire bloc, parce que nous sommes un dans l'histoire, nous serons donc un dans le futur. Voilà le langage qui nous tient. Le langage du tiers-mondisme, le langage de la solidarité. En attendant, ils le font parce qu'ils savent que leur croissance à 10% et à 12% ne peut pas avoir lieu sans nos matières premières. Voilà la raison de ce langage. Quand ils s'adressent aux États-Unis d'Amérique, qu'est-ce qu'ils leur disent? Washington a osé leur dire de baisser, d'opérer une fluctuation du yuan pour le bien de l'économie mondiale. La réponse de Beijing a été cinglante et sans équivoque. Si vous continuez à parler ainsi, nous allons désinvestir chez vous et vos économies vont s'écrouler. Ce qui est la vérité. On n'a plus jamais entendu cette doléance. Ça veut donc dire quoi? C'est le langage de la puissance. C'est le langage de l'assurance. C'est le langage de ceux qui ont travaillé pour que leurs paroles soient écoutées et respectées. C'est à cela que moi j'invite les Africains. Arrêtons les bons discours. Arrêtons l'esthétique de la langue. Ça n'intéresse personne. Ce que les gens écoutent aujourd'hui, c'est un verbe assis sur une puissance technologique, économique, financière. Voilà ce qu'on pense. Et si nous, les Africains, nous ne comprenons pas cela, nous n'allons pas pouvoir rectifier la symétrie. Nous allons rester dans le registre de la pitié, le registre du misérabilisme, le registre dans lequel, d'ailleurs, se complaisent beaucoup d'Africains. Parce que c'est plus facile d'être esclave que d'être un homme libre. Je suis heureux de le dire, mais c'est la vérité. L'esclave n'a pas d'emploi du temps. On lui dicte son emploi du temps. On dit vous vous levez à 6 heures, vous vous couchez à 23 heures, vous allez faire ceci dans la journée, et vous n'avez pas de risque à prendre. Parce que ces risques se sont pris par vos maîtres. Les Africains doivent savoir qu'avec la liberté vient la responsabilité, c'est-à-dire la capacité d'assumer ses victoires, mais aussi ses échecs. L'asymétrie dont il est question peut être réparée si nous retournons la vision que nous avons nous-mêmes de l'Afrique et de nous-mêmes. Nous devons cesser de croire, et je terminerai par là, nous devons cesser de croire qu'il incombe aux autres de faire pour nous ce qui nous revient de faire nous-mêmes. Cela veut dire tout simplement que nous devons d'abord nous aimer et être fiers de qui nous sommes. Beaucoup d'Africains ont un problème avec ça. Or, j'entends le blanc est fort. C'est dire que j'en connais encore ça. Ça peut sembler anodin, mais c'est plein d'inquiétudes et d'interrogations. Qu'en 2013, on entend encore ça. Ça veut dire qu'en fait, nous n'avons pas assimilé notre propre puissance. L'Afrique, aujourd'hui, est le seul continent qui montre des chiffres macroéconomiques positifs.
Mais ceux qui doutent de cela, c'est d'abord les Africains. Parce que nous continuons de nous comporter comme si cela n'était pas vrai, ou comme si c'était passager. Mais ça fait quand même 15 ans que ça dure. Oui. Ça veut dire que nous n'arrivons pas à transformer l'essai en une victoire. Parce que nous sommes toujours dans l'entre-deux du doute. Nous avons des problèmes d'abord avec nous-mêmes. Donc je voudrais terminer en disant que nous ne devons pas nous mettre contre les autres. Mais nous avons le droit de défendre nos positions, de conforter notre place dans le monde et de défendre cette place bec et ongles en investissant dans le savoir, la connaissance, la technologie, la finance. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Kondi. Je crois que son exposé était suffisamment clair et je voudrais conclure avant de vous passer la parole en vous donnant deux informations et en vous révélant ce que vous connaissez déjà. Ce sera la troisième chose. Lorsque je faisais mes recherches, il y a 15-20 ans aux États-Unis, pour la rédaction de ma thèse, j'ai fait les recherches dans la plus grande bibliothèque du monde qui existait jusqu'à présent, qui ne ferme jamais, la bibliothèque du Congrès. Je suis tombé sur deux documents. Ils vont venir prendre le pouvoir. Je vous donne ces deux informations pour que vous compreniez que l'exposé de professeur Jean-Emmanuel nous a ramenés dans la politique du jeu. L'exposé du docteur Amougui, c'était la soft politique, la diplomatie. Les deux vont toujours de pair. Et c'est cette diplomatie que le professeur Jean-Emmanuel a appelée la Russe. Quand vous savez que vous n'êtes pas encore assez fort, vous utilisez la Russe. Dès que vous êtes fort, il faut aussi sortir. Puisque les proverbes africains disent qu'on connaît la puissance d'un coup de pied à la grosseur de la cuisse. Ça veut donc dire qu'on reconnaît que les rapports de force, à certains moments, règlent les problèmes. Mais là où j'ai dit que j'allais faire une révélation de ce que vous connaissez déjà, nous connaissons tous le Japon et nous savons que le Japon n'a aucune matière première. D'où vient sa puissance? L'investissement dans la connaissance. Et je crois que c'est pour cela que nous sommes là. Tout ce que nous partageons là, sans investir dans la connaissance, je ne crois à rien. Tant que l'Afrique pense que sa puissance repose sur les matières premières, ce qu'elle affirme aussi que le jour où les matières premières finissent, commence son impuissance. Je voulais terminer par ces propos pour nous galvaniser. Parce que je pense qu'il y a pour la politique dure à laquelle nous n'avons pas encore les moyens d'y participer. Mais tout le monde sait que les Africains sont rusés. D'ailleurs, on n'aurait pas atteint ce temps. Pourquoi tous les Indiens sont morts? Hein? Les Américains les ont trouvés chez eux. Ils les ont pratiquement exterminés. Si la majorité des esclaves ont continué à vivre jusqu'aujourd'hui, ce n'était pas le corps à corps. C'était certainement davantage. Sinon, ils nous auraient aussi complètement exterminés. Prenez un seul exemple, un noir esclave refusant de porter le nom du maître. Mais vous avez vu que quand ils sont devenus indépendants, ils ont recommencé à prendre leur nom africain, non? Et après, maintenant, ils cherchent dans les chromosomes qui est venu d'où? C'est que le rapport de force a changé un peu, il n'a pas encore entièrement changé. Mais, pour doper, vraiment renverser la relation du maître à l'esclave, ce n'est que la science et la technologie, et je pense que nous en sommes capables, parce qu'aujourd'hui la puissance est devenue l'intelligence artificielle. Et personne n'a le monopole sur ça. La seule chose,
financer ça.